Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir. Merci d'être venus en soirée, si nombreux, assister à cette troisième date de notre cycle sur l'intelligence artificielle à Marseille. On avance, hein, là aujourd'hui, la thématique, l'apprentissage artificiel. Alors, on est vraiment en ce moment dans l'actualité. Madame Caponi va vous en parler. Et on terminera le cycle avec Magali Hox sur l'émotion, c'est ça, l'intelligence artificielle et l'émotion. Et on aura un peu bouclé la boucle. Et j'espère que vous en aurez beaucoup appris sur les prouesses de nos chercheurs marseillais, autant historiques qu'actuels. Et je vais passer la parole à Madame Papini, qui va continuer. Merci Monsieur Rizzi. Donc j'ai le plaisir ce soir, c'est la troisième conférence du cycle Intelligence artificielle à Marseille. Cécile Caponi, qui est professeure d'informatique à l'Université d'Aix-Marseille, elle effectue ses recherches en intelligence artificielle sur l'apprentissage artificiel au sein du laboratoire d'information et des systèmes et plus particulièrement dans l'équipe Karma. C'est une équipe d'apprentissage à Marseille dont elle est la co-directrice avec Thierry Artière. Et donc Cécile Caponi est aussi très familière avec ce lieu parce qu'elle est co-organisatrice d'un événement que vous connaissez certainement, les 13 minutes. Et donc elle a depuis le début participé à l'organisation de ces événements qui s'adressent au grand public et qui permettent de présenter les résultats de la recherche, en particulier à Marseille. Voilà. Alors merci Cécile. Merci Odile. C'est bon, j'ai un micro. Bien, merci pour cette introduction. Donc, je n'ai pas à me présenter, ça a été fait. Alors, je ne vais pas présenter mes propres recherches, parce que c'est une petite chose dans tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Vous, d'un point de vue de citoyen, ce que vous comprenez de l'intelligence artificielle, c'est que c'est une technologie et on voit des tas de choses émerger et de plus en plus rapidement. Les voitures autonomes, vous voyez à droite en haut, c'est une photo de mon fils qui a été mélangée dans le style Picasso, par exemple. C'est de la génération d'images. Il y a l'intelligence artificielle et les jeux avec la magnifique victoire d'une IA, comme on dit, sur le jeu de Go, qui est un jeu très, très difficile au niveau computationnel. Tout ce qui est système de recommandation que vous connaissez certainement. Sur Amazon, vous achetez quelque chose, on vous recommande des produits. Pareil, sur Netflix, on vous recommande des films, etc., etc. Derrière tout ça, c'est de l'IA, et une IA un peu particulière qui n'est pas celle que Odile Papini vous a présentée la dernière fois. C'est quelque chose de parfaitement complémentaire. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage artificiel, donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, derrière tout ça, c'est pas seulement des technologies, c'est-à-dire derrière ces technologies qui sont valorisées principalement par des entreprises, vous avez une vraie science qui est basée en particulier pas mal sur les mathématiques. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Je vais utiliser parfois des petites formules, mais je ne veux pas vous faire peur. Alors en 2012, le monde de l'intelligence artificielle, en tout cas au niveau de la recherche, a subi une énorme révolution avec l'apparition, en tout cas, enfin c'est pas vraiment l'apparition, mais des succès fulgurants dans une discipline qu'on appelle le deep learning, ou en français apprentissage profond, qui est elle-même, donc elle est tout en bas là, qui est elle-même une sous-discipline d'une autre qui s'appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage artificiel, qui est elle-même un sous-domaine de tout ce qui est l'intelligence artificielle. Donc moi là, je vais vous parler de deep learning et un peu de machine learning. Alors, je vais d'abord vous demander quelque chose. Voilà 2 fleurs. Donc, je vais vous introduire la notion de classification qui est au cœur de l'apprentissage artificiel. Je vous montre des images numérisées de 2 fleurs et je voudrais savoir parmi vous qui sait les distinguer au niveau de l'espèce. N'ayez pas peur. Non, il y a une orchidée et l'autre, ce n'est pas une orchidée. C'est un iris. OK. Donc là, ce que vous avez fait, si vous aviez eu 1 an, vous n'auriez pas été capable de me répondre. Vous n'auriez même pas peut-être été capable de me dire c'est une fleur, ni même à 2 ans. Par contre, au bout d'un moment, votre cerveau, vous avez grandi, on vous a montré des exemples de fleurs.
Alors, on n'a pas commencé par distinguer les iris et les orchidées, on a plutôt commencé généralement, vous savez, avec les imagiers. Voilà, ça c'est une vache, c'est un cheval, etc. Et les enfants construisent comme ça une capacité à classer les objets qu'ils voient ou qu'ils entendent ou qu'ils perçoivent, quel que soit leur sens. Donc ça, ils l'apprennent parce qu'on les aide, c'est ce qu'on appelle la supervision, ou parce qu'ils apprennent par eux-mêmes en fonction de la réaction de l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc là, c'est pas l'enfant qu'on fait... il n'y a pas que les enfants d'ailleurs qui apprennent, il y a vous aussi tous les jours, il y a les médecins qui apprennent à reconnaître des maladies. Et en réalité, là, ce qu'on cherche avec l'apprentissage artificiel, c'est de faire en sorte que ce soit l'ordinateur qui apprend. Alors, l'ordinateur, vous apprenez avec votre cerveau, avec vos sens. L'ordinateur n'a pas de cerveau, mais bon, on va quand même voir comment on peut lui faire apprendre des choses. Donc ça, je passe. Alors voilà, au cœur de tout ça, on a la notion de modèle. Okay. Alors, je pense qu'Odile Papini vous en a parlé la dernière fois. Et là, je vous montre un type de modèle qui existe, qui est issu d'expertise, c'est-à-dire de personnes, des botanistes, qui ont dressé un arbre à partir de leur expertise et à partir de leurs observations, un arbre pour arriver justement à classer, en fonction de certaines caractéristiques, des espèces de fleurs. Des orchidées, des lys, des iris, des amaryllis, etc. Comment les différencier? Et donc, de gauche à droite, à chaque fois, on demande, est-ce que... alors, je vois rien, vous non plus, mais on pose des questions sur la morphologie de la fleur, et en fonction de la réponse, on prend une ou l'autre branche à droite. Et on continue comme ça, et tout à droite, on a vraiment les noms des espèces. Donc ça s'appelle un arbre de classification. Et celui-ci a été construit par des experts en ce type de fleurs. Donc ça a été fait à la main grâce à l'expertise et aux connaissances de quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on construit manuellement des règles, et une fois qu'on a ces règles, une fois qu'on a un arbre en informatique, on peut automatiser les prédictions. Ce qu'on fait en apprentissage artificiel, c'est que ce n'est plus un expert qui va recruter son expertise et toute sa connaissance pour construire l'arbre, mais on va construire cet arbre de façon automatique, à partir justement d'observations, donc peut-être les mêmes que celles que l'expert aura eues, d'accord, sauf que là, ce sont des observations numériques. Ce sont donc des observations qui sont traduites en informatique. Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène inductif, c'est-à-dire qu'on va créer un modèle général qui va être utilisé pour faire de la prédiction à partir d'exemples de ce modèle. Donc ici, l'arbre que je vous montre, on le lit de haut en bas. C'est un arbre qui a été construit à partir si je me souviens bien, de 150 données, donc 150 exemples d'iris, des fleurs iris. Et chacun de ces exemples était décrit par 4 caractéristiques sur ses pétales et ses sépales. D'accord ? Et à partir juste de 150 observations décrites par 4 caractéristiques seulement, ce n'était pas des images, hein, c'était vraiment que 4 choses, on arrive à construire un arbre qui, si on prend une nouvelle fleur que l'on ne connaît pas, on donne les valeurs de ces caractéristiques, la longueur du sépale, la longueur du pétale, etc. Et l'arbre va le classer automatiquement. Donc la prouesse ici de l'apprentissage artificiel, c'est d'être capable de construire tout seul cet arbre à partir d'observations. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle la classification automatique. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails, comment ça marche. Je vais vous montrer simplement que derrière, c'est des maths. Okay. Donc prenez un exemple où on vous demande, on va passer des fleurs aux champignons parce que c'est aussi une autre catégorie dans laquelle on a besoin d'étiqueter, ce qu'on appelle étiqueter les données. On veut ici distinguer des champignons comestibles et des champignons vénéneux. D'accord ? Donc on a des couleurs, donc on va dire que c'est vert pour comestibles, on peut les manger, et rouge pour les vénéneux, les toxiques en tout cas. Alors ce que j'ai fait ici, je suis passé de ces champignons à un graphique. Sur ce graphique, c'est très simple ce que j'ai indiqué. Sur l'axe qui est en bas, j'ai juste des valeurs de diamètre du chapeau du champignon. Donc c'est une façon de décrire un champignon, juste est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est plus gros au niveau de son chapeau. Voilà. Juste à partir de son diamètre. Et sur l'axe qui monte, c'est une autre valeur qui désigne le pied du champignon.
D'accord? Donc la hauteur du pied. Il y a des tout petits champignons comme ça, puis il y en a qui sont très grands. Et en prenant juste ces deux caractéristiques des champignons, j'ai placé en rouge et noir mes champignons. Les rouges, ce sont les vénéneux, et les noirs, ce sont les comestibles. Ok? Bien, le problème de la classification automatique ou classification artificielle ici, c'est d'arriver à trouver ce qu'on appelle un modèle. Ici, ça va être une fonction, enfin, une courbe dans cet espace qui me sépare les points noirs et les points rouges. Ok? Et j'ai une dizaine de données pour faire ça. Je suis ce qu'on appelle en 2 dimensions, c'est-à-dire que j'ai que 2 caractéristiques de mes données. Donc ça, c'est une première solution, c'est ce qu'on appelle le séparateur linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que c'est une droite, simplement. Donc elle n'est pas compliquée. Et j'espère que vous voyez que cette droite verte sépare très bien les rouges et les noirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pouvais trouver, comme ça, pour n'importe quel problème de classification, une fonction qui me coupe mon espace en 2 avec mes 2 classes de chaque côté, bah, j'aurais résolu un problème de prédiction. Si je prends... Alors, je vais passer ça. Si je prends une nouvelle donnée, comme ça, le petit violet, j'espère que vous le voyez, le petit gris, je le place ici, ayant connaissance de ce modèle, quelle va être sa couleur? Rouge, voilà. Donc la difficulté, une fois qu'on a l'équation de la droite, on est capable, vous le voyez en tant qu'humain, vous le voyez, mais l'ordinateur, lui, il faut qu'il calcule. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que cette droite, il faut qu'on calcule son équation. Son équation, c'est celle-ci, pied est égal à moins 0,07 fois diamètre plus 13. Voilà. Ça, c'est l'équation de ma droite. Faites-moi confiance. Et donc, du coup, de ça, on peut dériver une règle qui est, si le pied est supérieur à ce moins 0,07 fois le diamètre plus 13, alors je suis rouge, sinon je suis noir. Donc à partir de mon équation de droite, je génère une règle. Et une fois que j'ai ça, n'importe quel champignon, je vais pouvoir le classer comestible ou vénéneux. C'est ce que je montrais là. Alors, comme ça a l'air simple. On trace simplement une petite droite et puis on a résolu le problème de l'apprentissage artificiel. Alors, ce n'est pas vraiment le cas. En réalité, dans la vraie vie, on a plutôt des choses comme ça. Et là, je vous mets au défi de me trouver une droite qui sépare parfaitement mes points rouges et mes points noirs. Okay? Elle n'existe pas, on ne va pas passer trop de temps à la chercher. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va quand même essayer de chercher des droites, parce que les droites, vous avez vu dans mon cas, c'est juste 2 valeurs à calculer. Je vais vous les remontrer. C'est ce moins 0,07 et ce 13. Ce sont les 2 valeurs qu'on a à calculer. Donc c'est assez simple à calculer. Donc on aime bien chercher quand même des droites, quitte ici à faire quelques erreurs. D'accord? De la même façon que les humains font des erreurs, on peut accepter aussi que le modèle qu'on a appris fasse des erreurs de prédiction. Et d'ailleurs, c'est parfois incontournable. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en réalité, les modèles font toujours des erreurs. L'important, c'est de pouvoir borner ces erreurs, c'est-à-dire les quantifier, savoir qu'on ne fera pas plus de tant de pourcents d'erreurs. Ça, c'est quelque chose de très important dans notre discipline. Alors, si on ne veut pas tolérer d'erreurs, il y a plein d'autres façons de faire, même si on aura toujours de toute façon des erreurs. Vous voyez à gauche ce qu'on appelle une séparation linéaire par morceaux, c'est-à-dire qu'il y a des droites spécialisées dans certaines zones de l'espace. Ou alors on peut chercher des choses plus compliquées que des droites. C'est ce que je vous montre tout à droite, où là on apprend un polynôme. Alors je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un polynôme, mais un polynôme, vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose qui est tout droit, mais qui tourne, qui monte et qui descend. Donc c'est un autre modèle, sauf que c'est un peu plus compliqué à apprendre, parce que l'équation d'un polynôme comporte plus de paramètres. Okay? Donc c'est ce que je vous montre ici avec le petit truc en rouge. Ça, ce sont les choses que le système d'apprentissage artificiel va chercher à calculer à partir des données qu'on lui donne en entrée. Donc plus j'ai des petites choses rouges ici, plus c'est compliqué de les calculer, plus il me faut de données. Okay? Retenez bien ça. Moi, je l'ai écrit en plus en bas. Alors, c'est quelque chose qui peut nous emmener très loin, et c'est ce qu'on assiste à l'heure actuelle avec les réseaux de neurones dont vous avez entendu parler, et dont je vais parler aujourd'hui aussi.
c'est quand même un principe de l'apprentissage artificiel, c'est ce qu'on appelle le principe du rasoir d'Occam. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, contrairement à ce que faisaient les Shadocks. Donc ce qu'on cherche généralement, c'est le modèle le plus simple possible au regard des données qu'on l'on a. Okay, donc c'est pour ça qu'on aime bien chercher des droites ou des choses pas guère plus compliquées que des droites. Et l'objectif, c'est quand même in fine, et c'est ce qui différencie beaucoup l'apprentissage artificiel de la statistique, par exemple, c'est que l'on cherche à généraliser, ce qu'on appelle généraliser, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire d'erreur sur les données qui nous ont servi à apprendre le modèle, d'accord ? Mais si on fait ça, on va faire de l'apprentissage par cœur. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut aussi que pour toutes les nouvelles données qui arrivent, nos prédictions soient bonnes. C'est-à-dire que si j'apprends un modèle avec 150 champignons, j'ai mon modèle, je veux m'assurer que ce modèle sera quand même bon avec tous les futurs champignons pour lesquels je voudrais une prédiction. C'est ce qu'on appelle la capacité de généralisation d'un modèle d'apprentissage. Et donc, on a toujours un gros compromis qui est assez complexe entre la complexité du modèle, à quel point le truc qui sépare les données est compliqué, et la quantité de données disponibles. Okay, parce que des données, il en faut pour faire tout ça. Alors, je ne vais pas revenir dessus, mais juste pour vous dire que derrière ces histoires de complexité, de simplicité d'un modèle, de nombre de données, etc., il y a énormément de fondements de la discipline apprentissage artificiel qui sont à la fois informatiques et statistiques, par Leslie Valiant, par exemple, le prix Turing en 2010. Alors en pratique, là je vous ai montré des champignons ou des fleurs qu'on décrit avec deux caractéristiques. C'est parce que c'est plus facile de voir l'espace dans lequel on met nos petits points. D'accord ? Nos points, ce sont nos données. En réalité, dans la vraie vie, si par exemple vous devez faire des modèles d'apprentissage à base d'images numériques, une image en noir et blanc de 300 pixels sur 300 pixels, elle fait 90 000 caractéristiques. D'accord ? Au lieu de 2, comme je vous ai montré jusqu'à présent. Donc dans la vraie vie, on a quand même des données qui sont vraiment plus grande dimension. Alors on veut évidemment éviter d'apprendre par cœur, c'est-à-dire de coller finalement notre courbe, la courbe qu'on apprend, on ne veut pas qu'elle colle aux données qui nous servent à apprendre ce modèle. Donc vous voyez ici à gauche une droite. D'accord ? Alors, elle fait des erreurs, mais elle a l'avantage d'être très simple. Au milieu, on voit une espèce de truc tout tordu comme ça. Donc, quand c'est tout tordu comme ça veut dire que l'équation de cette courbe est relativement compliquée. Donc, on a beaucoup de paramètres à apprendre, de valeurs du modèle à apprendre. Et puis, surtout, on colle très fort à toutes les données. C'est comme si on essayait d'entourer toutes les données. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage par cœur, et c'est quelque chose que l'on veut éviter. Et enfin, tout à droite, vous avez certainement le meilleur des modèles, où là, on a une simple courbe comme ça, qui paraît être un simple polynôme, avec juste une valeur de plus que celui de gauche. Donc voilà, ça vous illustre un petit peu le fait que pour séparer des données, on peut avoir une infinité de solutions et qu'il faut choisir la bonne. Alors, on a plein de solutions pour faire ça au-delà de la droite. Hein. On peut faire voter des courbes entre elles. On peut chercher aussi des modèles très compliqués parce qu'on a beaucoup de données. C'est ce qu'on voit aussi avec l'avènement des réseaux de neurones. Et puis, une tendance assez générale quand même à l'apprentissage artificiel, c'est que finalement, on va chercher plutôt des espaces plus adaptés pour nos données. On va plonger nos données dans des autres espaces mathématiques pour y chercher des solutions relativement simples. Donc c'est ce qu'on voit par exemple dans tout ce qui est approche à noyau dont je ne vais pas parler, les réseaux de neurones, les apprentissages de dictionnaires, etc. Ça relève de ce principe-là que je vous montre ici par un simple petit exemple. Vous voyez à gauche mes données initiales, c'est-à-dire elles sont observées en 2 dimensions. Et là, je peux pas trouver une droite qui sépare les points bleus des points rouges. Okay, elle n'existe pas puisque j'ai des trucs parfaitement ronds, donc je ne peux pas séparer en 2 parfaitement. Et donc, un des principes des approches à noyau, c'est de plonger nos données dans un autre espace, potentiellement infini. Alors là, on les a plongées dans un espace 3 dimensions, d'accord ? Il suffit de rajouter une dimension où là, j'ai ce qu'on appelle un séparateur, c'est un plan qui sépare, c'est comme une droite mais en 3 dimensions, qui va séparer mes bleus et mes rouges. Okay, donc c'est ce principe de plongement dans un autre espace. Alors je vais pas m'étendre là-dessus, mais on en reparlera un petit peu après.
alors jusque-là, je vais parler, je vais continuer dans mes petits trucs linéaires tout simples, parce que en réalité, c'est à la base, ces séparateurs linéaires sont à la base de beaucoup d'avancées, et notamment des réseaux de neurones, donc il faut que je vous en parle. Donc les réseaux de neurones, avant que je vous en parle, je vais vous présenter ce qu'on appelle le neurone artificiel, qui est appris grâce à l'algorithme du perceptron. Donc vous voyez en haut le schéma d'un neurone, avec à gauche des signaux en entrée qui arrivent, qui traversent la cellule du neurone, et puis dans un axon qui est à peu près à droite, enfin au milieu à droite, à travers les axons, la réponse au signal d'entrée est créée, et puis elle est sortie ici. La réponse est sortie et puis est transmise à d'autres neurones. Okay, ça, c'est un schéma vraiment très basique du fonctionnement d'un neurone. Mais au XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, il y a des chercheurs qui ont voulu essayer d'imiter ce fonctionnement des neurones, parce que c'est finalement très proche d'un programme informatique où on a des données en entrée, on fait quelque chose, et puis des données en sortie. Okay, donc eux, leur idée, c'était que l'entrée, ce soit des exemples, des données, et puis on fait un calcul sur la base de la valeur de ces entrées, et à la fin, on sort une prédiction, une valeur de prédiction. Donc ce que fait ce neurone artificiel, c'est la même chose que ce qu'on a vu jusqu'à là. Il coupe en deux notre espace. D'accord ? Si j'ai un espace en deux dimensions, il le coupe en deux. D'un côté, je suis étiqueté d'une certaine façon, et de l'autre côté, donc là, en l'occurrence, c'est positif, et puis là, c'est nul. Ça, c'est le rôle d'un neurone artificiel. Donc c'est très basique, et pourtant on fait encore maintenant des recherches dessus. Alors je vais vous montrer comment ça marche, le côté prédiction et le côté apprentissage de ce neurone. Donc là, j'ai pris des données jouées, un petit peu comme mes champignons tout à l'heure. Donc j'ai 5 données qui sont dans le plan 2 dimensions, et j'ai 2 classes possibles, encore une fois. Et je suppose que mon neurone a déjà été appris, c'est-à-dire que j'ai déjà appris les poids de connexion, les trucs qui étaient là. J'ai déjà appris le poids, l'importance de chacune de mes entrées dans la décision, ce qu'on appelle les poids de connexion. Donc je les connais, pour mon problème avec mes données, je les connais, c'est -1, 0 et 2, et là j'ai une fonction à l'intérieur du neurone qui me calcule le produit scalaire entre ces entrées-là et une nouvelle donnée qui arrive en entrée. C'est comme ça que je fais ma prédiction. Okay ? Dans l'espace, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce W ici qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle ici le vecteur normal à cette droite. Enfin, peu importe. En tout cas, on fait un produit scalaire. Et ici, je connais les coordonnées de mon produit scalaire. Et donc, j'ai ici le réseau de neurones dont je vous parlais. Comment je fais avec mes nouvelles données, là, la violette et puis la orange ? Dans le cas de la orange, ma donnée a des coordonnées qui sont ici. Okay ? Elles deviennent les entrées de mon neurone artificiel. Je multiplie, je fais le produit scalaire entre ces 2 vecteurs-là. Donc c'est un calcul, certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais pas tous. En tout cas, le produit scalaire donne la valeur 1. Et donc, je prédis que ce point-là qui est ici est vert. Je fais la même chose pour l'autre point violet. C'est le même calcul. C'est ce calcul du produit scalaire avec W. Et W, c'est mon modèle, en réalité. C'est mon modèle de neurone. D'accord ? C'est ça qu'on cherche à apprendre quand on fait de l'apprentissage artificiel. Alors, comment on l'apprend ? Ce W, c'est-à-dire l'apprentissage artificiel ici, c'est comment apprendre les poids des synapses, c'est-à-dire les poids des connexions entre mes entrées et le calcul. Donc le premier algorithme qui est né pour apprendre un tel petit neurone artificiel, il s'appelait le perceptron. Donc c'est un algorithme simple, je vais vous le montrer aussi, pour vous montrer ce qu'il peut y avoir derrière ce genre d'algorithme. Donc il a été créé en 1957 et fabriqué la même année. Vous le voyez ici en photo. Ça, c'est la machine qui implantait l'algorithme du perceptron. Okay, alors, depuis, on a fait pas mal d'avancées technologiques, que ce soit notamment en électronique, en physique, etc. On a miniaturisé beaucoup de choses, donc maintenant, ce serait beaucoup plus petit. Enfin, en tout cas, c'est pas comparable. Mais ça vous montre à l'époque la machinerie qu'il y avait derrière.
Donc l'algorithme du perceptron, il est à la base des algorithmes des réseaux de neurones. Donc en fait, c'est pour ça que je veux vous en parler. Donc le but, c'est d'apprendre ces poids de connexion, ce fameux W qu'on connecte aux données, telles que toutes les données que l'on a observées soient bien classées par le perceptron. Alors au début, on trace une droite un petit peu au hasard, c'est-à-dire qu'on met des poids au hasard, et puis, exemple donnée par donnée, on va voir ce que les poids courants calculent. Si ils se trompent, alors on bouge le W, sinon on passe à l'exemple suivant. Et de quoi qu'il en soit, on passe toujours à l'exemple suivant. Donc je ne vais pas détailler l'algorithme là en termes informatiques, mais en tout cas, on répète ça un certain nombre de fois, enfin même potentiellement infini s'il n'y a pas de solution, et puis jusqu'à ce qu'on trouve cette droite qui nous sépare bien les choses. Donc voilà sur notre petit exemple joué. Au début, je prends mon premier point. Vous vous souvenez, hein, hop, ils étaient là, j'avais tous mes points ici. Donc je prends le premier et je place une droite au hasard avec son vecteur normal. Il est bien classé, donc je ne change rien. J'arrive avec mon deuxième point. Celui-ci, vous voyez bien qu'il n'est pas du bon côté de la flèche verte. C'est-à-dire que la flèche verte, elle monte en haut, c'est vert, et de l'autre côté, c'est rouge. Donc comme elle n'est pas bien classée, on fait un calcul assez astucieux, enfin assez astucieux, ouais, je ne vais pas vous l'expliquer, mais voilà, pour bouger la droite. D'accord? Donc la droite bouge, et qu'est-ce qui se passe ici? Le rouge est bien classé, mais pas le vert. Eh ben on s'en fout, on continue avec le point d'après. Le point d'après, c'est un vert, lui, il est bien classé. Donc je continue, et j'arrive avec un deuxième rouge, ici, qui est bien classé lui aussi. Tout va bien, je continue, et là, j'ai un troisième rouge qui n'est pas bien classé. Donc du coup, je bouge à nouveau ma droite. Okay, et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ce qu'on appelle une époque. C'est-à-dire que j'ai passé toutes mes données dans un cycle. J'arrive à la fin et je regarde. J'ai des données qui sont encore mal classées. Alors du coup, je vais recommencer. Les données mal classées ici, c'est ce vert qui est ici. Celui, à un moment donné, qui était mal classé, il est redevenu bien positionné. Mais là, c'est celui-là qui ne va pas. Mais ça ne fait rien, on recommence depuis le début. Et je recommence. Donc là, je suis bien classé. Là, je suis arrivée avec mon rouge qui se situait ici. En fait, j'ai oublié un truc. J'ai mon petit rouge qui était là, qui était mal classé. Donc, j'ai recalculé voilà. Et on continue comme ça. Bon, je ne vais pas très loin. Là, ça se stabilise tout de suite. Donc, je suis contente. Là, ça s'arrête. Toutes les données sont bien classées. Je m'arrête et j'ai ma solution. Voilà. Ça, c'était vraiment le perceptron de base. Sauf que ce perceptron n'avait pas de solution quand en fait, ne converge pas, c'est-à-dire quand il n'y a pas de solution. C'est le fameux exemple du XOR qui a été introduit par Marvin Minsky en 1969. Marvin Minsky, c'était par exemple le conseiller scientifique de 2001 Odyssée de l'espace. Bah, lui, c'était aussi un chercheur en IA, et lui, il était un petit peu opposé à Rosenblatt, et il a dit, mais c'est n'importe quoi ce truc, c'est même pas capable de calculer un opérateur basique de l'informatique. Alors du coup, bah, les autres chercheurs se sont dit, bah, ça fait rien, on va trouver d'autres solutions, parce qu'on sait qu'un neurone, en fait, il code une information. Alors je simplifie beaucoup les choses, mais du coup, on va essayer de coder, on va faire combiner plusieurs neurones pour combiner plusieurs informations, afin que la solution finale soit calculable. Et donc, on a fait communiquer les neurones. Alors là, c'est le perceptron multicouche avec une seule couche. Donc là, c'est les premiers réseaux de neurones, si vous voulez, où là, vous voyez l'empilement au sein de ce qu'on appelle d'une même couche de 5 neurones artificiels, avec toujours notre entrée ici et toujours notre sortie ici. Okay, où là, on peut avoir 2 sorties. C'est pas très gênant, tout ça. Et donc, quand on fait ça, on passe du linéaire, du séparateur linéaire, à un séparateur non linéaire, comme je vous le montre à droite, où on compose des séparateurs linéaires, et donc on compose la spécificité de chaque neurone pour faire une séparation de mon espace. Donc c'est beaucoup plus riche, déjà, qu'une simple droite. Okay, donc ça, c'était les premiers... voilà, on empile des couches, puis on a continué à empiler des couches comme ça. Okay, et on est arrivé, dans les années 80, à ce qu'on appelle un perceptron multicouche. Donc vous le voyez ici, on peut en mettre autant qu'on veut finalement. D'accord ?
Le truc, c'est que les sorties d'une couche deviennent les entrées de toutes les autres couches. C'est ce qu'on appelle ici un perceptron multicouche ou un réseau de neurones complètement connecté, fully connected. Le problème de tout ça, donc on a toujours l'entrée à gauche et la propagation vers la droite. Mais le problème de l'apprentissage artificiel ici, c'est d'apprendre les valeurs de toutes les synapses, vous vous souvenez? De toutes les connexions. Donc là, vous en voyez beaucoup des connexions, non? Il commence à y en avoir pas mal, là, des connexions à apprendre avec nos données. Et plus j'ai de connexions, plus il me faut de données observées pour pouvoir apprendre ça. Okay? Donc on dit que c'est des modèles relativement complexes, hein, ces réseaux de neurones. Et comme on a, comme on a de grandes dimensions, il nous faut beaucoup de données. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous le répète, parce que c'est quelque chose de très important. Un autre écueil, c'est que, comme c'est très compliqué, c'est très difficile d'expliquer finalement les futures prédictions, et ça peut poser des problèmes dans un certain nombre de secteurs d'activité, typiquement la médecine. Alors comment on va faire pour apprendre ces poids? On a vu le perceptron pour un neurone, on a vu qu'on bouclait sur toutes les données, que ça pouvait prendre du temps, que ça ne convergeait pas forcément. Là, on va voir comment ça marche. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez un petit peu. Comment apprendre ces poids de connexion, donc tous ces traits-là, pour que les données observées et les données futures aussi soient bien traitées par ce réseau. Donc c'est toujours ce problème d'apprendre les poids de connexion W. Alors, là, je ne vais pas lire ce qui est écrit, même si, in fine, ce que l'on fait en apprentissage artificiel, c'est que on cherche tout le temps à minimiser ce qu'on appelle une fonction de perte. Une fonction de perte, c'est quelque chose qui matérialise avec une fonction le coût de l'écart qu'il existe entre une vraie valeur et la prédiction pour une donnée. D'accord ? Vous le voyez ici. Je donne par exemple une image en entrée, qui est l'image d'un chien, et le réseau, en sortie, il me prédit si c'est un chien ou un chat. D'accord ? Il a une chance sur 2 de se tromper, là. S'il me prédit que c'est un chat, quel est le coût de cette erreur de prédiction? Okay, c'est ce que fait la fonction de perte. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à rendre cette fonction de perte la plus petite possible. C'est pour ça que je dis minimiser, rendre minimale. D'accord? Et on la met, cette fonction de perte, en sortie du réseau. C'est elle qui va récupérer, à partir des données qu'on observe, dont on connaît la classe, hein, on connaît leur couleur, si vous voulez, ou voilà. On regarde la vraie valeur pour une donnée et la valeur prédite, et on va faire en sorte de réduire cet écart. Okay ? Donc, pour faire ça, on fait ce qu'on appelle un couplage de 2 grands algorithmes que je ne vais pas détailler parce que là, pour le coup, ça serait vraiment compliqué. C'est le fameux algorithme de rétropropagation du gradient, okay, qui est basé sur le même principe que l'algorithme du perceptron, mais plus compliqué parce qu'il faut remonter dans le réseau. Et puis un algorithme qui s'appelle l'algorithme de descente de gradient. Alors pourquoi on parle de gradient? Gradient, alors je vais schématiser, on va dire que le gradient c'est une dérivée, et quand je prends une fonction, quand la dérivée est nulle, ça veut dire que la fonction est arrivée à son minimal. D'accord ? Donc on utilise ces outils mathématiques pour chercher comment faire pour rendre la fonction la plus petite possible en calculant sa dérivée. C'est le fameux algorithme de descente de gradient qui est d'ailleurs utilisé dans énormément d'applications et pas qu'en intelligence artificielle. Et d'ailleurs, enfin, je vais vous le montrer après. Donc ça, c'est pour le réseau entier. Le principe de rétropropagation du gradient, c'est que cet algorithme va calculer et va propager jusqu'en entrée le gradient au niveau de chacun des neurones. D'accord ? Donc ça, c'est pour ça que je ne vous l'explique pas, parce que rien qu'au niveau d'un neurone, c'est ça. C'est un petit peu compliqué. Retenez l'idée que l'erreur, on la constate à la fin du réseau et qu'on la ramène jusqu'au début, on la propage d'une certaine façon jusqu'au début. Okay ? Et l'idée qui est derrière, et c'est pour ça que je reviens au perceptron, et puis aux simples neurones, c'est que l'objectif, on va changer les poids, parce que là on est sur un neurone, donc on a les poids qui arrivent ici, les poids qui arrivent ici, et donc on va changer les poids de ce neurone, d'entrée de ce neurone, si on s'est rendu compte que ce neurone nous aidait à tendre vers l'erreur nulle, grâce au gradient. Donc c'est vraiment le couplage de ces 2 choses. Okay ? Un gradient négatif mène à une erreur nulle. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, faut comprendre le principe, c'est que plus notre réseau va être grand, plus
ça va être long de faire ce genre de calcul. Si vous voulez en savoir plus sur la descente de gradient, je vous invite justement, Odile en parlait, à aller voir une des vidéos des 13 minutes Marseille, les toutes premières 13 minutes Marseille qui ont eu lieu ici, dans cette salle, où un chercheur en apprentissage artificiel, Liva Levola, parlait justement de l'utilisation de l'algorithme de descente de gradient en apprentissage artificiel. C'était dédié à ça. Donc si vous voulez en savoir plus, allez-y. Le gradient, c'est ce qu'on calcule pour optimiser la descente en ski. Alors c'est un algorithme tout comme le perceptron qui est un algorithme dirigé par les erreurs. Okay, donc c'est toute une catégorie d'algorithmes. Et donc l'un dans l'autre, on a toujours une phase où on apprend les poids des neurones en multipliant, on apprend les poids des neurones en multipliant les époques. Rappelez-vous qu'une époque, c'est chaque fois que j'ai fait passer par le réseau toutes mes données observées. Et donc les signaux se propagent, ce qu'on appelle vers l'avant, et les erreurs se rétropropagent vers l'arrière. Donc, okay. Retenez que la quantité d'erreurs, c'est représenté par une fonction, et c'est pour ça qu'il y a autant de mathématiques derrière. Okay. Donc, plus le réseau est compliqué, plus il faut de données pour l'apprendre. Ok. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. On va parler de choses dont vous avez un peu plus entendu parler. Donc vous voyez que là, moi je vous ai parlé de réseaux de neurones, comment ça fonctionne, il y a des synapses et des trucs qu'on apprend. Ce qu'on apprend, encore une fois, c'est ces W, c'est ces connexions, là. C'est ces trucs, c'est tous ces trucs-là. Okay. Alors maintenant, on va, là j'ai été gentille avec mon petit réseau, là, avec 3 couches cachées. Alors il paraît qu'à partir de 3 couches cachées, on dit qu'on fait de l'apprentissage profond. Alors ça c'était vrai peut-être il y a un certain temps. Là maintenant l'apprentissage profond c'est pas 3 couches cassées, on compte plutôt en plusieurs centaines, d'accord. Donc on obtient des réseaux monstrueux. Voilà. Alors je vais vous parler maintenant d'apprentissage profond, c'est-à-dire quand on a empilé des tas de couches de neurones. Donc là on n'en a plus 3, on peut en avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est que tous ces réseaux de neurones, ils deviennent des composantes dans d'autres réseaux de neurones, c'est-à-dire qu'on les combine. Alors, on commence à avoir des choses assez compliquées, et c'est pour ça qu'on parle d'architecture des réseaux profonds. On a des vraies architectures, comme si on construisait une ville à partir de pierres. On construit des réseaux de neurones à partir d'autres réseaux de neurones ou d'autres principes de l'apprentissage automatique. Donc là, je vous montre le net, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que c'est un Français, c'est le réseau de Yann LeCun en 1989. Donc c'était effectivement un des pionniers de ces techniques-là quand il travaillait aux États-Unis. C'était un réseau de convolution. Donc ça, c'est un type d'architecture. Alors, je vous parle de réseau de convolution. En réalité, derrière, il peut y avoir plein d'architectures de réseaux de convolution. Okay. Donc là, je vous en montre une. Et je veux surtout que vous compreniez le principe. En entrée, donc ça marche surtout pour les images. Alors, pas seulement, mais principalement pour les images. C'est le principe de convolution. Je vais vous le montrer juste après, il est très simple. Où finalement, ici, j'ai mes données, toujours à gauche, j'ai mes données initiales, c'est-à-dire mes images, hein, c'est des pixels, d'accord ? Et en sortie, je vais avoir une prédiction. Est-ce que mon image, c'est un chat, un chien ? Ou plus grave, sur les voitures autonomes, est-ce que l'image que je viens de voir, est-ce que c'est un feu rouge, un piéton, une poussette ou une moto, voilà. Donc ça part de là, hein, tout ça. Donc au début, ce sont des pixels, et plus on avance en progression dans ces couches, plus les couches représentent l'image d'une autre façon. Okay. On fait ce qu'on appelle de l'apprentissage de représentation, et je vous parlais au début du fait qu'on cherche parfois des espaces plus grands où plonger nos données. C'est exactement ce qu'on fait là, même si les espaces ne sont pas forcément plus grands. Donc on plonge nos données dans d'autres espaces où là on va voir apparaître, grâce à la convolution, des caractéristiques des images, de plus en plus haut niveau. Et plus on progresse dans le réseau, plus les couches de neurones, les valeurs des couches de neurones, représentent des motifs identifiables, même par un humain. C'est le principe même de ces grands réseaux. Plus on avance dans les couches, plus on est précis au niveau des représentations. Donc on transforme successivement des pixels vers des représentations moins abstraites.
Bon, la convolution, je ne vais pas vous la détailler. C'est quelque chose qui permet d'observer l'image qui est en bas, pardon, à gauche. On va l'observer selon différents types de signaux. Voilà, on va avoir plusieurs types de représentations grâce à des filtres. Okay. Donc ça sert à quoi les réseaux de convolution? Alors là, par exemple, vous voyez que sur une scène, on arrive à reconnaître les cerfs-volants ici, à 92%, on est sûr que c'est un cerf-volant. Parce que voilà, ça c'est un slide qui me permet de vous dire qu'on ne dit pas juste c'est un cerf-volant ou c'est un bateau, on vous donne aussi la confiance envers la prédiction, et ça c'est important. Hein. C'est pour ça qu'il y a des probabilités derrière, en fait. Donc on reconnaît des personnes. Voilà. Ça sert évidemment énormément dans tout ce qui est voiture autonome, à reconnaître l'environnement. La voiture a des capteurs et puis envoie vers le système des images, et il faut en temps réel reconnaître les objets de la scène. Ça sert, ça sert aussi dans d'autres domaines. Ici, je vous montre l'analyse automatique de cancer du sein, d'accord ? Bon, ça sert à plein de trucs. Alors le truc, c'est que c'est très coûteux, donc tout le monde ne peut pas faire ça. Donc c'est pour ça, par exemple, en France, où nous, en recherche, on commence à bénéficier de ce qu'on appelle des grosses grilles de calcul, dans lesquelles on peut quand même arriver à faire ces apprentissages-là. Et comme dans certains domaines, c'est tellement coûteux, ce qu'on arrive à faire, c'est que finalement, on pré-entraîne des réseaux. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, sur les images, on a des réseaux qui sont pré-entraînés. Et nous, quand on n'a pas de moyens, on n'utilise que les dernières couches, et ensuite on spécifie en supervisant avec nos propres données. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à réapprendre tout ce qui était auparavant. On récupère vraiment la représentation finale qui avait été précalculée par d'autres et on l'adapte à notre problème. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage, enfin c'est un des modes d'apprentissage par transfert. Alors, il y a un autre type d'architecture de réseau. Donc là, les réseaux de convolution, c'est ceux qui ont mené, on s'est mis à parler de l'IA de partout. C'était avec ces réseaux de convolution. Quelques temps après, à peine 2 ans, sont arrivés les réseaux génératifs adversariaux, les fameux GAN. GAN, c'est en anglais. Alors ça, ce sont des architectures de réseaux très particulières et très malines qui sont fondées sur la théorie des jeux. Vous avez 2 joueurs. Vous avez un joueur qui essaye de générer des données de telle sorte à ce qu'elles ressemblent à des données réelles. Et vous avez un autre joueur, lui, qui va essayer de reconnaître les données que le premier a générées. Donc ils sont en opposition tous les deux, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des adversaires. Et donc on a le fameux générateur et puis le fameux discriminateur. Le discriminateur, son but, c'est de reconnaître le vrai du faux. Ça vous dit quelque chose, hein, les fakes. Okay. Et le générateur, lui, il cherche à générer des fakes, en gros. Voilà, on en est là. Et donc, ils ont 2 objectifs complètement antagonistes, mais on arrive à faire fonctionner ça. Donc, là, je vous donne l'architecture, je ne vais pas la détailler. Bon, voilà, il y a des fausses données, des vraies données, et puis ça boucle comme ça. Okay. Donc, ces générateurs, dès qu'on parle de génération de données, on génère des textes, on génère des images, on génère de la musique, on génère des tas de choses, ce sont ces architectures, souvent, qui sont derrière. Ce ne sont pas les seuls, hein, mais dans les réseaux de neurones, en ce moment, ce sont ces architectures-là. Mais ça va tellement vite que peut-être après-demain, ça sera une autre. Voilà, par exemple, ce qui avait été généré par NVIDIA. Alors ça, c'était il y a assez longtemps. Ce sont des visages de personnes humaines qui n'existent pas. Donc, au tout début des GAN, on avait des résolutions assez faibles sur ces visages et on voyait très bien les défauts. Et plus le temps passe, plus on a des résolutions importantes et moins on a d'erreurs. Alors, je vais vous montrer ici un petit jeu. Pardon, il est là. Donc ça, c'est un jeu sur le... Vous pouvez y aller. Alors, j'ai pas mis le site. Le site, c'est Which Face is Real. C'est écrit en bas tout à gauche. Donc là, le jeu, c'est est-ce que vous serez capable de reconnaître une vraie personne d'une personne générée? Donc là, vous avez la réponse. Moi, j'ai vu ça. Bon, pour moi, la vraie personne, j'avais mis lui, et en fait, c'était l'autre. Alors, au fur et à mesure qu'on joue, je vous assure, parce que je me suis dit quand même, je ne vais pas me faire avoir, au bout d'un moment, on apprend, en tant qu'humain,
à le flouer. Mais sur des trucs tout bêtes. Ici, comment j'ai deviné, à votre avis? C'est un truc qui génère des visages. Ouais, c'est le contexte de l'image. Ici, je me suis dit, c'est forcément celui-là le bon parce qu'il génère des visages et non pas une main derrière, un bonhomme, etc. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai eu, mais sinon, l'image est très réaliste. Hein. Voilà, c'est un exemple, vous pouvez vous amuser, hein, mais ça vous montre qu'on peut générer des gens qui n'existent pas, enfin en tout cas des visages qui n'existent pas. Donc c'est pratique pour les publicitaires, par exemple, pour plein de trucs, hein, ça permet de ne pas payer les cachets, bref. Ça existe aussi en art, où on génère, alors il y a beaucoup d'artistes qui se mettent à générer des œuvres d'art, vous avez entendu parler de cette fameuse vente aux enchères, peut-être, à plusieurs, voilà, ou des tableaux qui ont été créés par des GAN, entraîné par des artistes, hein, voilà, ça a donné là. C'est par exemple ça, c'est le collectif Obvious qui fait pas mal d'expositions et qui a là généré des tableaux qui imitent des estampes japonaises. Bon, c'est utilisé dans énormément de contextes en musique, etc., etc. Des trucs, certains d'entre vous ont peut-être des applications qui utilisent des GAN quand on cherche à se vieillir ou à se rajeunir, enfin tous ces trucs-là, ça utilise des GAN. Bon, c'est pas que pour les images, hein, on utilise ça aussi pour découvrir de nouvelles structures moléculaires, c'est-à-dire de nouveaux, quand je dis structures moléculaires, c'est des nouveaux médicaments, ça permet d'accélérer en fait la recherche de nouveaux médicaments qui répondent à certains critères, par exemple. Okay, ça permet aussi de déterminer la suite d'une vidéo, ça aussi c'est assez rigolo. Et ça peut être utile aussi dans l'industrie de la publicité. Alors, évidemment, il faut faire attention à tous les fakes, parce que vous savez très bien qu'on peut maintenant générer des vidéos à partir de ça, on peut générer des mouvements de bouche, on peut générer beaucoup de choses, parce qu'une vidéo, ce n'est qu'une succession d'images. D'accord ? Donc on peut générer pas mal de choses. Et donc je vous laisse imaginer le genre de choses que certains cherchent à générer. C'est pas très joli, ça peut être de faux discours. On avait vu les discours de Trump qui avaient été repris par la Ligue de lutte contre le sida, où on voyait Trump, c'était un fake, hein, mais qui annonçait qu'il avait enrayé le sida. Ou alors Obama qui insultait Trump. Ça a été très utilisé au moment où c'est sorti, hein, ces trucs-là. En tout cas... il y a des gens qui ont des imaginations débordantes et ça peut aller très loin. Alors, une autre architecture, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps de vous en parler, à peine, donc je vais aller très vite. Les encodeurs-décodeurs, c'est simplement... Donc j'ai toujours mon entrée à gauche, ma sortie à droite, et là ce que je cherche, j'ai exactement, vous voyez, c'est complètement symétrique, ça ressemble à un joli nœud papillon. Je vais faire correspondre l'entrée avec la sortie. Alors, on dit auto-encodeur parce que, là, c'est pour de la traduction automatique, parce qu'on va voir que c'est ChatGPT, ça. Mais ça peut être aussi simplement pour, ici, on appelle auto-encodeur parce que je mets la même chose en entrée et en sortie. Et donc, l'objectif, c'est de retrouver l'entrée, d'apprendre tous les poids. Je ne les ai pas mis, les poids, là, j'avais un peu la flemme, mais c'est de retrouver tous les poids qui permettent, dès que je mets une entrée, de retrouver cette même entrée. À quoi ça sert? Vous allez me dire, ça sert. L'auto-encodeur, il est toujours tout petit, là. C'est ce qu'on appelle un code. On code l'information. Ça permet de compresser l'information. Ça permet aussi de débruiter quand on a du bruit dans les données. Ça permet d'enlever les choses qui ne portent pas d'information. Voilà, donc il y a les variational, je vais passer ça. Là, on apprend les distributions de probabilité. On apprend donc un générateur. C'est la même chose. C'est les variational auto-encodeurs. On apprend comment générer la sortie. Donc ça va être utilisé dans ChatGPT. Alors, on arrive à ChatGPT, dont vous avez tous entendu parler. Le modèle de langage transformer. Donc ça a été une révolution au niveau du traitement automatique de la langue naturelle. Donc c'est sorti ça va faire 6 ans maintenant. Donc ça fait partie de tout un pan de recherche, là c'était un avènement, mais avant il y avait énormément de choses, de ce qu'on appelle les les modèles de langage large, les gros modèles de langage. Hein. Donc pour construire ces trucs-là, il faut des mathématiciens, des informaticiens, des linguistes, des tas de gens. Donc ça a une tête d'auto-encodeur variationnel, celui que je vous ai monté juste après. C'est-à-dire que ça a été utilisé au début pour faire de la traduction automatique. Vous avez en entrée du français « je suis étudiant » et à la sortie « I am a student ». Okay, donc le principe, c'est qu'on va... on va coder à gauche
On va coder l'information, on va empiler des couches, donc on va apprendre des nouvelles représentations de notre information, et puis après on va redécoder vers la traduction automatique. Donc ce qui est important, c'est qu'on apprend des représentations de plus en plus riches au fur et à mesure, grâce à des corpus de texte, en l'occurrence ici. Alors je vais zoomer un petit peu là-dedans. Alors je zoome, mais en fait, chaque décodeur, chaque boîte là que vous avez vue rose, vous avez un truc comme ce qui est à gauche dedans, d'accord, que je ne vais pas détailler. Et si vous prenez une des petites cases jaunes à gauche, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle un multi-head attention. Je ne vais pas non plus forcément le détailler. Et surtout, à droite, vous avez ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Donc, c'est aussi un réseau de neurones, le mécanisme d'attention. Et c'est quelque chose, c'est ça qui a révolutionné, en fait, les modèles de langage, parce qu'on avait avant des réseaux de neurones récurrents, etc. Mais il y avait quelques problèmes avec cela. Donc, c'est ce mécanisme d'attention qui a permis aux transformers de percer et d'avoir des résultats, de mener à des résultats vraiment intéressants. Alors, je vais vous l'illustrer, qu'est-ce que c'est ce mécanisme d'attention. Prenez cette phrase, c'est quelque chose qui nous permet de nous focaliser sur les relations sémantiques entre les mots, quelles que soient les positions relatives entre ces mots. Okay, on oublie la position des mots, je suis, par exemple ici, elle mange une pomme verte. On va oublier que mange et pomme sont juste à côté dans la phrase, ça marchera aussi même s'ils étaient éloignés. Okay. Donc ce que fait ce petit réseau, une fois qu'on l'a empilé plusieurs fois, il va pondérer finalement l'importance des relations entre les mots. Okay. Donc par exemple ici, il y a plus de relations sémantiques entre mange et pomme que entre mange et verte. On voit plus souvent associer les mots mange et pomme que les mots mange et verte. Par contre, on voit plus souvent associer les mots pomme et verte que mange et verte. Donc vous voyez que derrière, c'est quand même pas mal de probabilités, c'est par rapport à toutes les données qu'on a observées. Okay. Donc on empile tous ces réseaux, okay, et au fur et à mesure, donc on empile tous ces trucs-là, donc il y en empile dans tous les sens, d'accord, voilà, on optimise tout ça. Et au bout de milliers d'exemples de phrases, qui sont, j'appelle ça phrases, en réalité on appelle ça des contextes, c'est-à-dire ça peut être des 2000 mots d'un texte, ça peut être tout un texte. On apprend, mais avec énormément de données, à créer des groupes de mots qui sont sémantiquement susceptibles de former des phrases. Et on apprend aussi les structures syntaxiques et grammaticales correctes, grâce à ce mécanisme-là. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Donc voilà. Sauf qu'on empile énormément de réseaux. Moi, je reviens en arrière. Là, je vous montre, vous avez l'impression qu'il n'y a que 6 couches de codage et 6 couches de décodage. En réalité, il y en a bien plus que ça, d'accord ? Et quand à l'intérieur de chacune, vous voyez tous ces réseaux de neurones, là, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un supérieur à n. Donc ce truc-là, on le démultiplie encore. Donc il y en a dans tous les sens, dans toutes les dimensions, d'accord ? Mais ce mécanisme d'attention, c'est ce qui a permis le succès des transformers. Alors, derrière les transformers, on a eu les fameux BERT. Les BERT, en fait, c'est des réseaux qu'on a beaucoup utilisés, qu'on utilise encore d'ailleurs, qui nous permettent même quand on n'a pas beaucoup de moyens et pas beaucoup de données pour apprendre ces énormes réseaux, puisqu'il faut des milliards de données, hein. Donc tout le monde n'a pas des milliards de données. Donc ça nous permet, là au niveau du traitement de la langue naturelle, de n'utiliser, comme je vous l'ai montré pour les images, que les dernières couches, d'accord, et de les personnaliser en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, si on veut faire, je sais pas moi, de la traduction automatique vers de l'anglais vers le chinois, ben on va superviser nos données avec des textes chinois. Donc on va finalement personnaliser BERT avec ce qu'on veut faire. Okay. Mais il faut savoir que BERT vient de l'architecture des transformers qui mélange une approche probabiliste, une approche sémantique et une approche statistique. Donc il y a beaucoup de probabilités. Et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on génère un mot ou une phrase, celle qui est la plus probable étant donné le contexte précédent. Donc on est vraiment dans des recherches de probabilité. Okay, et ça marche parce qu'on a un nombre phénoménal de données, et donc c'est bien une approche statistique.
Donc BERT, je vous disais que c'était le pré-entraînement d'un transformer. Donc ça a été pré-entraîné avec quelques tâches particulières. Par exemple, la notion de tâche, c'est ce qui permet de donner la supervision, l'étiquette de nos données, rouge ou vert, etc. Donc là, une des tâches qu'ils utilisaient, par exemple, c'était j'ai des phrases et je vais masquer une partie de la phrase. Est-ce qu'il est capable de la retrouver? Voilà, c'est des choses assez classiques. Donc c'est chouette d'avoir fait des BERT parce que ça permet à plein de gens qui n'ont pas accès à ces moyens de calcul de faire quand même des applications en prédiction. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein d'applications qui utilisent finalement BERT. Alors il y a plein de variantes de BERT. Je voulais mettre tous les noms des variantes, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Il y a Roberta, il y a Camembert. Alors, Camembert, à votre avis, c'est le BERT qui fait quoi? Non, il ne fait pas du fromage. C'est vraiment du traitement de la langue naturelle. Il traite la langue naturelle française, d'accord? C'est Camembert, voilà. Bon, il y en a plein comme ça, hein. Donc il y a plein d'applications possibles. Voilà. Et GPT, donc on va finir sur GPT. Donc GPT, c'est quelque chose qui a été rendu accessible là, à la fin de l'année dernière par OpenAI. Alors OpenAI, c'est une entreprise qui était au début à vocation diffuser la science. Bon, on en revient un petit peu. Et qui a diffusé donc GPT-3, qui est un mélange d'un modèle de langage. Donc ça a été utilisé, c'est construit à l'aide de transformers. Et puis on l'a couplé avec un modèle conversationnel, c'est-à-dire un agent informatique qui est capable de échanger avec un agent humain. Donc ça, la prochaine conférence de Magali Ox rentrera un peu plus dans ces aspects-là. D'accord ? Donc, ChatGPT, il faut savoir que c'est simplement, entre guillemets simplement, étant donné les transformers et l'existence des transformers, un transformer qui a été appris sur des fenêtres, c'est des tailles de texte immenses. D'accord ? Je crois que ça doit être de l'ordre de 4000 caractères, 4000 mots. Et alors, j'ai mis des milliards de données, je crois que c'est 175 milliards de mots, 175 milliards de mots, c'est 500 gigaoctets de données. Donc c'est énorme. Et donc là, c'était GPT-3, donc il y a 1 an et demi. Le GPT actuel, je crois que c'est sur 5, je ne veux pas dire de bêtises, 5, après les gigas, 5 téras. Donc énormément de données pour apprendre ces trucs-là. Okay, donc ces données, ce sont des données qui ont été collectées sur le web, principalement à 93%, je crois, ce sont des données en langue anglaise. Donc ça utilise aussi un mécanisme de traduction. Donc c'est pour ça que vous pouvez lui parler en français. Après, il ne faudra pas vous étonner qu'il mélange un peu les pronoms et des choses comme ça. Voilà, donc ça marche comme ça. On va voir quelques exemples de ChatGPT. Il faut savoir que donc GPT, c'est le modèle de langage. Pour aller de GPT à ChatGPT, il y a eu aussi un modèle conversationnel par-dessus qui a été, et puis ça a été paramétré aussi, c'est-à-dire on va dire circonscrit, grâce au travail de nombreuses personnes, pas forcément très bien rémunérées d'ailleurs, qui ont annoté les données puisque c'était du texte libre qui était connecté sur le web, donc ils ont annoté les données pour éviter que le ChatGPT utilise d'un langage violent, pornographique, homophobe, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc voici un exemple de ChatGPT. Alors je vous montre celui-là, je l'ai fait en français. Alors j'ai été un peu surprise, puis j'ai compris ce qui se passait. En fait, j'avais vu cet exemple passer au mois de décembre. Vous connaissez peut-être la blague. La mère de Jean a 4 enfants. 3 d'entre eux sont Paul, Louis et Marianne. Quel est le prénom du 4e? C'est facile, c'est... Bon, voilà, c'est là que vous allez être rassurés. Je voulais vous rassurer un petit peu quand même. Alors, quand ça a été fait en anglais, il ne voulait pas le savoir. Il disait non, je ne peux pas, je n'ai pas assez d'informations. D'ailleurs, là, il me répond désolé, je n'ai pas suffisamment d'informations pour répondre à cette question avec certitude. Il n'y a pas suffisamment d'informations pour déterminer le nom du 4e enfant de la mère de Jean. Alors je lui réponds, parce que c'est un chat, ça veut dire qu'on discute avec lui. Je lui réponds, la réponse est pourtant dans la question. Ce que j'ai fait, c'est simplement traduire ce que j'avais vu chez un autre gars en anglais. Et là, par contre, depuis le mois de décembre, il a enrichi. Voilà. Et donc là, il m'a dit, oui, vous avez raison, le nom du 4e enfant est Jean. Donc depuis décembre jusqu'à maintenant, ça a changé. Okay, parce que plein de gens lui ont fait la remarque qu'il avait tort.
Voilà. Mais en tout cas, il peut faire énormément de choses. Vous pouvez l'essayer chez vous. Hein. Dépêchez-vous parce qu'il va bientôt devenir payant. Et je vais alors, là, je vais vous montrer un effet de ChatGPT. Je lui ai écrit « Parle-moi de l'Alcazar ». Alors, j'ai fait volontairement une faute. J'ai oublié l'espace entre « parle » et « moi ». D'accord ? Mais ça, c'est des choses qui sont automatiquement corrigées, je vous rassure. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vous laisse lire tranquillement. Je bois un coup pendant ce temps-là. Je ne sais pas si la direction de l'Alcazar est ici. Voilà. Symbole de la vie nocturne de Marseille. Des concerts, des shows de variété, des revues musicales, des comédies musicales et des cabarets. Donc c'est vrai qu'on connaît l'histoire de l'Alcazar et que c'était peut-être ça, mais depuis bien longtemps, il dit bien qu'aujourd'hui encore, c'est comme ça. Bon. Alors c'est quoi ce phénomène ? Il y en a deux. Alors il y en a plein. Mais par contre, vous remarquez qu'il écrit parfaitement. Quand je vous disais qu'il a appris, en fait, avec toutes ces données et le mécanisme d'attention, il a appris... limite s'il n'a pas appris la syntaxe et la grammaire, quoi, hein. C'est pour ça qu'il écrit très bien. D'ailleurs, il est capable aussi, comme ça, d'écrire du code informatique. Et comme on l'a entraîné aussi à écrire du code informatique, ça l'a aidé à justement bien structurer tout ça. Alors d'où ça vient ? Ça vient de deux choses. D'abord, là, il a peut-être rencontré un ou deux textes en anglais qui lui parlaient de l'Alcazar, et donc c'était un lieu culturel. D'accord ? Comme ça a été principalement entraîné sur de l'anglais, il n'a pas connecté par le mécanisme d'attention Alcazar et bibliothèque. Il ne l'a jamais vu. Okay ? Et même s'il ne l'avait jamais vu, voilà, pour lui, Alcazar, c'était dans un paquet sémantique de cabaret. Et donc, voilà. Et puis, il y avait peut-être aussi le paquet sémantique Marseille. Et il n'est pas allé plus loin parce qu'il n'avait pas effectivement l'information. Il n'avait pas vu assez d'exemples qui lui parlaient de l'Alcazar, la bibliothèque municipale à vocation régionale de Marseille, et tout ça, il ne l'a pas vu. Donc, voilà, c'était pas dans le même paquet. Ça, c'est le premier truc, et ça explique, parce que c'était pas sur des textes marseillais, et ça explique aussi, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'hallucination, parce qu'en fait, et c'est ça que vous devez comprendre, il génère les mots les uns après les autres. Okay ? Et donc, plus il avance, c'est comme si plus il partait dans son idée. Okay ? Donc, on dit qu'il hallucine. C'est le phénomène d'hallucination. C'est simplement parce que c'est un générateur basé sur des probabilités de ce qu'il a observé auparavant. Voilà. Alors, le machine learning, c'est pas que ça, hein. Là, on a vu surtout les réseaux de neurones et l'apprentissage profond. Moi, par exemple, je fais mes recherches dans un tout petit truc qui est à droite, là. Et donc le machine learning, c'est énorme. C'est un champ, l'apprentissage artificiel, c'est un champ énorme. Je ne peux pas tout vous raconter. Par contre, je sais qu'il y a eu de vraies avancées grâce au deep learning, cette notion de plongement et d'apprentissage de représentation qui évite finalement ou qui assiste certains experts scientifiques pour la recherche de représentations adaptées à leurs problèmes d'apprentissage de modèles. C'est combiné à plein d'autres approches du machine learning, typiquement l'apprentissage par transfert, il faudrait aussi des heures pour en parler, l'apprentissage par renforcement qui est aussi une des grandes composantes de l'apprentissage artificiel, on en parle moins et pourtant c'est aussi au cœur de ces avancées-là. Donc il y a des résultats encourageants dans la plupart des secteurs d'activité, à condition d'avoir des données. C'est encore ça. Sinon, ceux qui n'ont pas beaucoup de données et des problèmes pas si compliqués que faire des modèles de langage, ils utilisent des techniques parmi toutes celles qui sont là, hein. Elles sont utilisées, elles ont des succès, mais c'est juste qu'on en parle moins parce que c'est un peu plus intimiste apparemment. Là, je vous ai mis l'exemple de DeepFold. C'était quelque chose de magnifique qui est arrivé il y a quelques années. C'est un réseau qui a appris à prédire la structure tridimensionnelle des protéines. Et ça, c'était un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre en apprentissage. Et pourtant, on essaye depuis la fin des années depuis la fin du siècle, du millénaire dernier. On n'y arrivait pas. Et grâce à beaucoup de données annotées et à la participation de gros consortiums, ils sont arrivés à prédire à partir d'une séquence d'ARN, ils sont arrivés à prédire la structure de la protéine, c'est la façon dont elle se replie. Et ça, c'est une grande avancée. Voilà, il n'y a pas que les images, les chats GPT et les choses comme ça. Il y a plein d'autres exemples.
Et ce qui est intéressant, c'est que vu cet engouement, il faut savoir qu'avant cet avènement-là, l'apprentissage artificiel, c'était beaucoup de recherche théorique aussi. On cherche à garantir les résultats qu'on obtient. On cherche à dire, je suis sûr que je vais me tromper à moins de 5%. On fait ces calculs-là qui sont basés sur les stats, les probas, les maths, des tas de trucs. La théorie de l'information aussi. Donc tout ce bagage qui avait été, qui était constitué est utilisé maintenant par les chercheurs en deep learning pour arriver à pallier les limites actuelles justement, et notamment voilà, le bagage théorique arrive, et ça c'est important pour arriver à bien mieux comprendre ce qu'on est en train de faire, parce qu'on ne comprend pas tout encore. Alors, il y a encore des écueils, donc beaucoup de gens s'attachent à corriger tout ça. Le premier, c'est l'explicabilité. Hein, on ne sait pas pourquoi il fait des prédictions comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. C'est tellement opaque. Il y a des années, on appelait ça des boîtes noires. C'est vraiment des boîtes noires. C'est très opaque. Donc, il y a plein de gens qui cherchent à travailler dans les couches, à propager d'autres informations pour arriver à expliquer les prédictions ou les générations de ces réseaux. Alors, c'est très instable sur des données bruitées. Mais ça aussi, des gens y travaillent. Il y a des difficultés à traiter des biais, et ça, c'est pas les biais, hein, c'est les biais, c'est-à-dire les écarts à la réalité. Ça, c'est pas propre au réseau de neurones, hein, c'est vrai de toutes les méthodes d'apprentissage artificiel. On travaille beaucoup dessus depuis des dizaines d'années. Voilà. Alors, on pourra discuter, il y a eu pas mal de scandales à ce niveau-là. Ça nécessite un moulin de données pour apprendre, et ça, faut pas que vous l'oubliez, parce que c'est pas, tout le monde ne peut pas faire ChatGPT. Okay. Même si on est très fort en apprentissage, il faut des moyens de calcul colossaux, et il faut avoir des millions et des millions pour payer, ne serait-ce que, je ne vais pas dire l'électricité, mais tous ces équipements, quoi. Voilà, puis ça prend un temps d'apprentissage très long, hein, c'est plusieurs mois pour apprendre un transformer, par exemple, l'apprendre complètement. Okay. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Voilà, les algos sont principalement créés par des scientifiques qui sont ou pas dans des structures privées ou dans des structures publiques, et qui se rencontrent dans des conférences. Donc c'est un domaine qui est quand même pas mal encadré. C'est un domaine qui bénéficie de beaucoup de bibliothèques de programmes informatiques à disposition de toutes. Je vous en ai cité quelques-unes là. Donc nous, par exemple, à Marseille, on contribue à cette bibliothèque qui vient du centre de l'INRIA, qui est un centre de recherche en informatique en France. Bon, mais il faut des moyens de calcul et des données, je l'ai déjà dit. Et il faut savoir que, donc, ça c'est les algos, donc je vous en ai montré 2 ou 3, ou des principes d'algorithmes. Donc on les garantit, on les étudie beaucoup, mais la mise en œuvre fonctionne sur des données qui sont pour le coup fournies par les applications et par des secteurs d'activité. Ça peut être des images, des molécules, de la géolocalisation, de la musique, de la voix. On imite très bien les voix maintenant. Et ça peut être vos données personnelles, celles que vous laissez sur tous les réseaux sociaux, hein, on apprend beaucoup à partir de ça. Ne serait-ce que, je n'ai pas parlé de tout ça, mais c'est monumental tout ce que peuvent faire les réseaux sociaux, rien qu'à chaque fois vous mettez un like ou un dislike. Hein, c'est de l'information que vous passez. Et donc, il y a une forte nécessité, donc on insiste beaucoup sur ces choses-là, à pré-traiter les données, à les nettoyer. Voilà, il y a plein de problèmes dans les données. Il peut y avoir des valeurs qui montent, il peut y avoir du bruit, des déséquilibres. Hein. On a plus observé de femmes de moins de 30 ans que de femmes de plus de 50 pour traiter les tels cancers, et donc c'est biaisé. Voilà, il aurait fallu en traiter autant de tous les âges. Bon, bref. En tout cas, il faut savoir que c'est dirigé par les données. Ces algorithmes sont dirigés par les données. Donc si les données portent des biais, par exemple, ben, l'algorithme va traduire ce biais-là. Alors on essaye de plus en plus de limiter, justement, de ne pas propager les biais qui sont dans les données. Voilà, et là je vais passer très vite, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a des maths derrière. Voilà. Et puis voilà, tout en bas, on estime les modèles, on estime la qualité, on compare, on fait des tas de calculs, des tas d'expériences avant de sortir des nouveaux algorithmes. Voilà. Donc c'est en plein essor, c'est une science qui a des fondements solides, c'est une technologie aussi. Donc il y a eu beaucoup d'engouement, de peur, etc. Mais finalement, c'est l'évolution technologique de nos sociétés. Moi, je retiens aussi que c'est en interaction avec beaucoup de sciences. Personnellement, moi, je travaille avec des neuroscientifiques, avec des biologistes, pardon. Il y a une équipe à Marseille qui est spécialisée justement dans les modèles de langage. On travaille avec des cliniciens, on travaille avec plein d'autres sciences. Hein, voilà.
Et puis, ça a levé un nouveau pan de l'économie qui est l'économie des données, parce que les données, il faut les annoter. C'est-à-dire qu'il faut leur donner des étiquettes. Je vous avais dit les champignons, il faut bien des gens pour dire celui-là il est comestible, celui-là il est vénéneux. Et c'est la même chose pour toutes les données. Même si on cherche des modèles qui vont auto-apprendre sans supervision, c'est ce que fait par exemple l'apprentissage par renforcement, il faut quand même à des moments de la supervision, et là il faut des mains pour le faire. Voilà. Alors il y a plein de mains. Moi je peux vraiment pas prédire ce qui va se passer, mais en tout cas ce sont des technologies dont l'usage va être généralisé à tous les secteurs d'activité. Ça commence déjà. Donc ce qu'il faut absolument, c'est améliorer l'explicabilité des prédictions de ces modèles, en tout cas comprendre comment ils fonctionnent. Consolider et poursuivre les avancées scientifiques. Il faut, ça c'est un point de vue, il faut former les citoyens, il faut former les étudiants, il faut former un petit peu tout le monde à ces technologies, de la même façon que quand Google est arrivé, Google là je parlais surtout de ChatGPT, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment dans l'éducation, parce que ça peut être utilisé pour répondre à une dissertation de philosophie. Donc c'est de la même façon que Google était arrivé, puis Wikipédia, et puis on disait, mais voilà. N'empêche qu'on intègre finalement ces outils à nos sociétés. On va ouvrir le débat. Il y a beaucoup de débats autour de ça, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques, sociétaux, éthiques, écologiques, juridiques. On est au courant de tout ça. Et c'est très, très compliqué. C'est au niveau international aussi. Voilà. Et la question se pose toujours, s'il n'y avait pas de données, ça ne fonctionnerait pas. Et les données, voilà, elles sont numériques. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis toute oui. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Alors, moi, je vais me permettre la première question, pour lancer un petit peu le débat. Moi, ce qui me fascine, c'est cette science, ça fonctionne, mais on ne comprend pas trop pourquoi, en fait. Et ça, j'aimerais bien que vous développiez un peu, parce que moi, j'ai fait des maths quand même, et c'est vrai que ce côté, on a quelque chose qui fonctionne, mais on ne sait pas trop le moteur, en fait, à l'intérieur, comment il est constitué. Enfin, on sait comment il est constitué, mais on ne sait pas pourquoi ça fonctionne de cette manière-là. C'est quand même assez fascinant. En fait, il y a des choses qu'on sait. On sait comment ça marche, quand même. C'est ce que je vous avais expliqué dans la rétropropagation du gradient. En fait, on travaille... c'est ça, là. Je ne sais pas où il est. Là. Voilà. En fait, on sait qu'au fur et à mesure où on avance... à chaque passage d'une couche à une autre, on plonge nos données dans un plus grand espace. Ou bien on transforme nos données comme avec la convolution, parce que la convolution nous permet de chercher des motifs. On passe des filtres et on regarde si le motif y est. Et ça permet de transformer nos données. Alors il y a des fois, on sait ce qu'on veut, on les transforme et puis on guide la transformation, typiquement avec la convolution. Et parfois, ou par exemple avec le mécanisme de l'attention, on sait ce qu'on fait. Okay ? Mais il y a des cas... Donc là, on sait ce qu'on fait parce que beaucoup de gens travaillent dessus. Mais il y a des cas où ça marche et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que mathématiquement, on fait des plongements d'espace dans d'autres espaces. Et au bout d'un moment, en fait, on apprend ces poids. Comment vous expliquer ? À chaque niveau, on a une représentation des données. Okay ? Et les poids permettent, d'une certaine façon, de représenter l'importance de chaque information. Okay ? Et donc, il va apprendre cette information grâce à la supervision finale. Donc on sait quand même un peu comment ça fonctionne. Mais le problème, c'est que si, suite à un réseau de neurones, votre médecin a utilisé une image d'une radio pour vous dire « bon, vous n'avez pas de cancer », alors vous êtes content, mais si vous lui dites « mais pourquoi ?» Eh ben, si lui, l'expert, ne comprend pas pourquoi le réseau, alors que lui, par exemple, penserait que si, il y a un cancer, là, c'est compliqué d'expliquer au médecin et donc lui, d'expliquer à son patient. Okay. Donc, par exemple, sur les images, il y a ce qu'on appelle des cartes de salience qui permettent, sur les images, de propager dans le réseau, justement, ces niveaux de poids, okay, au niveau des gradients. Et donc, on arrive à éclairer la zone de l'image qui permet de dire, c'est cette partie de l'image qui m'a fait décider qu'il y avait un chien, par exemple. Donc ça, on y arrive déjà. Parce qu'on sait ce qui se passe au niveau des réseaux de convolution. Okay. Oui.
Alors, la technologie, elle vient de gens qui investissent dedans. Donc moi, je mène mes recherches dans le cœur de ces données-là. Avant que des grosses entreprises s'y mettent, vous n'en aviez pas entendu parler. Et pourtant, on le faisait, on l'utilisait dans des voilà, typiquement, on l'utilisait en biologie, en médecine déjà. Oui, merci beaucoup pour votre exposé qui était super clair et vraiment très intéressant et qui effectivement pose énormément de questions fascinantes. Une des questions que je me suis posée, c'est la relation par exemple entre prédiction et création. Du coup, est-ce que ces modèles, ils arrivent à créer ou est-ce qu'ils arrivent juste à prédire? Et puis après, par rapport à ce que vous avez dit, qui est un petit peu, d'une certaine manière, inquiétant, hein, c'est un des problèmes qu'on se pose beaucoup quand on n'est pas du tout expert, c'est de savoir, par exemple, vous avez dit que ces modèles, ils arrivent à apprendre du code. Mais du code informatique. Mais du coup, s'ils arrivent à apprendre du code informatique, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent, enfin, je délire un petit peu, hein, mais se programmer eux-mêmes et du coup faire des choses qu'on n'a pas du tout prévues. Enfin, je crois que c'est un peu les problèmes dans 2001, l'Odyssée de l'espace et le robot qui devient très méchant. Alors, je ne pense pas qu'il arrivera à se prédire lui-même, d'accord. La prédiction de code, en fait, il apprend sur du code existant. Encore une fois, c'est comme pour le langage. Okay, il crée. Là, vous voyez, quand vous le voyez en français, il a appris d'une certaine façon la syntaxe et la grammaire du code. De la langue française. Enfin, on voit qu'il maîtrise quand même pas mal, même si le contenu c'est parfois un peu n'importe quoi et qu'il y a beaucoup de choses erronées. Hein, si vous lui demandez combien font, vous lui demandez par exemple 2 kilos de plumes ou 2 kilos de plomb, quel est le plus lourd, ben, il ne saura pas répondre. Ou pardon, c'est pas 2 kilos. Vous lui dites 200 grammes de plumes ou 2 kilos de plomb, quel est le plus lourd, ben, il ne sait pas. Donc il y a beaucoup. On est vraiment sur la structure du langage. Donc les langages informatiques, les langages de programmation, ce sont des langages très très structurés justement pour le coup, bien plus que le français. Donc si on lui donne suffisamment d'exemples, il apprendra à écrire dans un langage, mais il apprendra à écrire syntaxiquement et grammaticalement de façon correcte. Par contre, arriver à prouver que ce qu'il fait, que le programme qu'il a écrit fait bien ce qu'il doit faire, ça il n'y arrivera pas. Donc on l'utilise, alors c'est vrai qu'on peut l'utiliser, il y a déjà des codeurs qui utilisent ChatGPT avec du code pour faire des bouts de code relativement simples. D'accord ? Mais c'est pas, ils ne vont pas programmer la rétropropagation du gradient. Voilà. Mais on ne peut pas les utiliser non plus pour annoter les données, par exemple ? Alors l'annotation, si, alors, on utilise, si, c'est justement, c'est le modèle qui annote les données. Mais pour apprendre le modèle, il fallait avoir des données annotées. Et elles sont annotées alors, parfois, il y a de l'auto-annotation, mais elles sont toujours guidées par l'humain, en fonction de la tâche qu'on veut faire. D'accord ? Le champignon comestible ou vénéneux, à un moment donné, il y a des spécialistes qui ont mesuré les champignons, qui les ont pris en photo et qui les ont annotés à la main. Et plus il y a de diversité, plus on doit annoter de données. Mais ça passe, c'est fait à la main, hein, ça coûte très cher. C'est in fine ce qu'il fait, d'accord ? Mais comme il y a des taux d'erreur, on va propager l'erreur. Le modèle, il prédit jamais de façon 100% correcte. Donc, si vous lui faites annoter des données, il va mal annoter certaines données. Donc, ça va polluer le jeu de données in fine, d'accord ? Donc, on essaye de faire ça, mais il faut réduire justement. Il faut vraiment être sûr à un taux d'erreur très bas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des techniques d'augmentation des données. Donc, ça, c'est pas encore vraiment au point. Par exemple, vous avez raison de dire qu'il y a besoin de spécialistes comme pour vos champignons. De la même façon, sur la langue naturelle, c'est quand même assez utile d'avoir des linguistes qui lui disent que manger, c'est un verbe et que une, c'est un article et qui lui donnent des grammaires plutôt que d'apprendre de milliers de phrases où sont les verbes et où sont les noms. C'est quand même pratique de lui donner un peu de syntaxe. Oui. Ça va plus vite quand même, non ?
Alors oui, il y a des gens qui travaillent justement là-dessus, hein, sur la notation des corpus au niveau grammatical. Hein, ça, bien sûr, ça existe aussi. Oui, hein. c'est ça. Oui, là, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps de tout parler. Je parlais vraiment de l'apprentissage qu'on arrive à apprendre. Mais en fait, les modèles de langage, ça fait des dizaines d'années, des années. Les linguistes travaillent dessus. Bien sûr, à Marseille, vous avez des équipes à Marseille et à Avignon qui sont spécialisées là-dedans. Exactement. Hein. Voilà. Tant mieux. Bien sûr. Merci. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, il y a beaucoup de linguistes et des modèles de langage issus de travaux linguistiques. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Effectivement, aujourd'hui, finalement, il y a des petites mains qui font ce travail minutieux, finalement un travail manuel quasiment. Mais aujourd'hui, les capacités informatiques, elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, on sait qu'il y a des projets d'ordinateurs quantiques qui sont en développement, donc qui sont censés multiplier les capacités de calcul de l'algorithmique. Peut-être qu'aujourd'hui, en l'état, l'intelligence artificielle, elle est encore dépendante, on va dire, des données humaines et des petites mains qui travaillent sur elles, mais avec le développement de ces capacités de calcul, de mémoire, peut-être qu'après, l'esprit humain ne sera pas capable de suivre, en fait. Alors ça, je ne sais pas, mais vous avez raison de dire que beaucoup de recherches en apprentissage artificiel se tournent de plus en plus vers ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire là où on n'a pas... Hein, il y a l'apprentissage supervisé, le semi-supervisé, l'auto-supervisé, le non-supervisé. Il y a plein de... Là, je vous ai montré que le supervisé en réalité. Donc il y a des apprentissages qu'on appelle non supervisés, où là, effectivement, on cherche plutôt à créer des groupes, regrouper les données qui ont des similarités. Donc, par exemple, je vais regrouper en fonction de comment elles se ressemblent. Je décide de créer 4 groupes et je vais avoir 4 groupes et je vais leur donner automatiquement une étiquette 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est des façons d'auto-étiqueter des données. Le truc, c'est que c'est pas une question de coût de calcul pour l'instant. Hein. C'est une question de... On appelle souvent d'ailleurs la supervision, on appelle ça la vérité terrain. Et donc c'est la vérité, c'est ce qu'on observe. Donc moi je vois pas, ou alors je vois pas comment, en dehors comment on pourrait aller vers une absence totale de l'humain là-dedans, puisque ce sont des modèles qui sont créés pour l'humain. Par l'humain aussi, puis il faut quand même beaucoup de compétences aussi pour faire ça, hein. Pour maîtriser ce qu'on fait aussi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais du coup, il y a la question aussi où on pourrait avoir une pollution en fait de ce qu'apprend une IA, par exemple, et du coup, ça pourrait en fait reléguer des informations fausses. Oui. Et du coup, il y aurait justement il y a cette question-là où dans l'éducation. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il pouvait rédiger une rédaction de philosophie, par exemple. Mais oui, on est très loin tout est relatif. Hein. Voilà, c'est ça. C'est vraiment très brut quand même. Il n'y a pas aussi... Quand on regarde, il n'y a pas d'introduction vraiment précise, bien rédigée, etc. L'introduction est... on sent que ce n'est pas un langage naturel encore. Non, c'est pas naturel. Et encore une fois... Et à la fois, ça a l'air de l'être. C'est ça. Et c'est très utilisé, donc c'est la question. Donc j'insiste là-dessus, vous avez raison, c'est-à-dire que la dissertation, elle est grammaticalement parfaite, bien mieux que peuvent faire certaines personnes. Les mots sont bien accordés, ce sont des vrais mots qui existent, c'est très joli, mais parfois ça n'a pas de sens ou c'est carrément faux. Et c'est parce que on est vraiment sur la structure. Alors même si on cherche les relations sémantiques entre les mots, il n'empêche qu'on est on apprend aussi la structure et la syntaxe, et c'est ça qui est mis en avant. Okay ? Après, la dissertation de philosophie, c'est pareil pour le code. Après, par contre, il peut donner des réponses tout à fait correctes si, dans son corpus d'apprentissage, il a observé suffisamment de données qui permettent de poursuivre la question. Mais encore une fois, c'est cette notion on est toujours dans cette notion où il génère, mot après mot, sa réponse. Okay ? Donc il est toujours... Et s'il n'a pas de contexte dans lequel il peut générer un nouveau mot,
Et comment il fait pour générer un mot? En fait, il en a plein de possibles. Il prend celui qui est le plus probable, étant donné la phrase étant donné les mots qui étaient avant. Donc ça reste ça. C'est un générateur c'est un générateur probabiliste, ok? Puisque c'est un modèle de génération qui a appris. Oui. Alors, vous pouvez le corriger. Non, non, vous pouvez le corriger. Oui, ben, y a récemment là, des gens qui l'ont hacké d'ailleurs. Avec Dan, voilà, c'est le hack de GPT par Dan. Et en fait, on peut interagir avec lui et il apprend de ça aussi. Hein. Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui va être retiré du grand public, j'imagine, bientôt. Oui. Mais que ça continuera à exister. Oui. On voit que un des gros problèmes, c'est les données qui sont biaisées. Est-ce qu'au niveau de ces programmes, on est capable d'arriver à repérer si une donnée est potentiellement biaisée ou est-ce que c'est encore quelque chose de fait de façon purement humaine? Alors, on n'est pas capable à 100%, et encore loin de là, mais on y travaille beaucoup, et notamment en couplant les approches. Parmi les travaux de recherche qu'on mène à ce niveau-là, il y en a énormément. Il y en a à tous les niveaux. Il y en a dans les algorithmes, il y en a dans le traitement des données, il y en a avec des humains. Il faut savoir aussi que de plus en plus d'efforts sont là pour recoupler les deux grands types d'intelligence artificielle, la symbolique et puis ce qu'on appelle ici la connexionniste, et qu'en réalité, c'est en faisant fonctionner ensemble donc ces modèles qui sont créés par des spécialistes et des experts, et ces modèles qui sont appris à partir des données, moi, je pense qu'on arrivera à débiaiser, mais en mélangeant les deux types de modèles, justement, et toutes ces approches-là. L'apprentissage automatique tout seul ne peut pas régler tous les problèmes de biais, parce que les biais, ils peuvent arriver dans les données. Et ça, les données, c'est ce que je vais vous dire, elles sont fournies par les applications. Donc, si c'est les commissariats qui fournissent les données, ils fournissent des données brutes comme ça. Ils ne se sont pas posé la question des biais de société, par exemple. Donc ça, corriger les données, on ne peut pas vraiment corriger les données par rapport à la réalité de la société. Donc ça, c'est pas l'apprentissage qui peut le faire. Par contre, on peut coupler des systèmes d'apprentissage avec, je vais dire entre guillemets, mais des modèles, que ce soit des modèles logiques ou des modèles à base de contraintes, etc., pour guider peut-être l'apprentissage. Et rajouter ce qu'on appelle, nous, dans les apprentissages, des priors, c'est-à-dire des choses qui conditionnent l'apprentissage. Donc si on lui dit, il y a un biais entre telle et telle chose, attention, là, à ce moment-là, il faut créer des algorithmes qui sont capables de traiter certaines catégories de biais. Donc ça, on le fait déjà. Il y a des catégories de biais qu'on est capable de traiter. Okay, voilà. Vous avez donné un exemple de fourniture d'informations pour les champignons, par exemple la hauteur, la taille du chapeau, etc. Est-ce que la machine est capable maintenant de lire un texte et de conserver les informations de ce texte ? Les informations ciblées, la structure ? C'est-à-dire les informations d'un texte, par exemple, bon, je lis un article sur un sujet que je ne connais pas, donc j'améliore mes connaissances dans un domaine que je ne connais pas, et est-ce que la machine est capable de lire ce texte et de mémoriser les informations qui sont dedans ? Je ne suis pas sûre de voir... Oui, en fait, la machine, il y a deux phases. Il y a la phase où elle apprend son modèle, et puis la phase où elle va faire des prédictions. Donc, si on peut lui donner effectivement des nouveaux textes en entrée, et elle peut modifier son modèle, ça, oui, elle peut le faire. Oui. Elle modifie les structures, par exemple. Les structures des textes ? Ça, c'est par-dessus que ça peut être fait. C'est pas le modèle de langage, par exemple, lui-même. Là, moi, je vous ai montré un modèle de langage, GPT, par exemple. Mais derrière ce modèle de langage, vous pouvez, derrière, associer n'importe quelle application qui utilise ce modèle. OK ? Alors,
Moi, j'ai une question un petit peu provocatrice. On voit bien que derrière l'IA, il y a quoi? Des statistiques et des probabilités. Il y a de l'informatique aussi. Et de l'informatique. Merci. Mais est-ce qu'on peut dire que, en fait, aujourd'hui, on a toujours la problématique, vous savez, de ce qui est vrai et faux, le fake et le réel. Mais en fait, qu'est-ce qui fabrique la réalité? En fait, c'est des éléments statistiques et des probabilités dans l'intelligence artificielle. Si les données donnent en fait une idée de ce qui est acceptable ou pas, en fait, vrai ou pas vrai, en tout cas tenu comme vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Les données, en fait, c'est vrai qu'on est basé, c'est vrai que c'est basé sur des approches probabilistes et statistiques quand on a suffisamment de données. Donc le modèle, lui, l'algorithme ou le modèle, lui, il considère ces données-là, qui sont pour lui ce qu'on appelle encore une fois la vérité de terrain. Ces données-là lui sont transmises par des humains, ou elles sont la sortie d'autres processus. Mais c'est ce qu'on appelle des données observées, des entrées d'un programme. C'est ce qu'on observe en termes probabilistes. Hein, je suis vraiment là-dessus. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus. La vérité, vous m'entraînez dans des trucs. Je préfère pas trop répondre sur ce qu'est la vérité. Alors, dans mon équipe de recherche, on a avec d'autres personnes du labo, on a des gens qui travaillent sur des opérateurs. Donc, vous avez vu que le produit scalaire, par exemple, je l'ai vite dit, mais l'opérateur produit scalaire, c'est un opérateur mathématique qui est très utilisé partout en apprentissage artificiel. Ben, on cherche, il y a des gens qui travaillent sur des opérateurs quantiques. Et au-delà de ça, il y a des gens qui travaillent sur l'apprentissage quantique, et on a des spécialistes à Marseille de ça. Mais alors après, dès qu'il y a du quantique, où est la vérité? Qu'est-ce qu'on observe? Ça, je ne sais pas. Oui, alors oui, ça c'est tout un pan que je n'ai pas traité, mais c'est tout un problème. Oui, oui, c'est la sécurité des données. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout peut être piraté. Pour que ce soit pas piraté? Ah bah, il faut les mettre sur des serveurs sécurisés. En fait, le piratage, il est pirater des données. Vos données, elles sont stockées quelque part. Donc, c'est l'endroit où elles sont stockées. C'est comme vous, sur un cambriolage, si vous ne voulez pas qu'on vous vole vos affaires, vous les mettez dans un coffre ou dans une chaussette. Voilà, il faut sécuriser, empêcher le voleur de venir cambrioler. Là, c'est la même chose. Alors, il y a le hacker, il y a voler les données, puis il y a le hacker, modifier les données. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est fait, en fait, c'est fait sur des serveurs. Ça peut être fait aussi pendant qu'elles circulent, quand on les rapatrie ou des choses comme ça. Donc là, sur les serveurs, là, c'est des experts en système informatique et en réseau. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de gens qui cherchent à attaquer quand même. Hein, Oui, mais là, vous voyez, à Marseille, il y a un institut, l'ANEC, qui est intelligence artificielle et santé. Et en fait, évidemment, donc, et typiquement avec le CHU, hein, et un des gros problèmes, c'est la sécurisation des données, bien sûr. L'anonymisation aussi, il y a pas que, il y a plein avec les données santé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Alors peut-être une dernière question, ou sinon j'en ai une tout au chaud, mais pas trop provocatrice. Mais est-ce la vérité, ça, je sais pas. Allez, on est aux frontières de la philo. La prochaine fois, on fera un débat avec un philosophe. Il faut des sociologues. Au-delà des philosophes, il faut absolument inviter des sociologues. Moi, je ne suis pas sociologue, hein, je suis informaticienne et citoyenne. Disciplinaire. Ouais. C'est vrai que la recherche multidisciplinaire, ça ouvre aussi des champs, parce qu'en fait, ça tourne tous les champs de la philosophie, de la sociologie. Oui. Alors moi, j'ai une question la sur géopolitique maintenant. bah oui. Une question sur la régulation, en fait. Est-ce que l'IA, il faut la réguler? Est-ce qu'il faut une grande un ONU de l'IA Alors, c'est en train d'être construit, en fait. Alors, je ne vais pas appeler ça l'ONU, mais il y a en Europe je ne sais plus comment il s'appelle, le AI Regulation. Voilà, en fait, c'est sur plusieurs aspects, notamment les aspects éthiques. Il y a par exemple, on sait, dans les aspects éthiques, on sait que il y a, au niveau international, il y a eu des préconisations qui sont respectées par tout le monde sur quelles sont ce qu'on appelle les variables sensibles à ne pas utiliser pour faire des prédictions suite au scandale sur les condamnations aux États-Unis.
Et, parce qu'il y avait des systèmes automatiques en droit aussi, puis utilisés par les magistrats, etc. Et donc, suite à ça, en fait, ils ont identifié des dizaines et des dizaines de ce qu'on appelle variables sensibles. Voilà. Donc ça, c'est des accords internationaux. Donc les systèmes de régulation se montent. Hein. Il y a des comités d'éthique de partout. Il y en a, bien sûr qu'il y a de la régulation. Il en faut, mais c'est pas fini. Hein. C'est que le début, là. Bah, ouais, après... alors, on avait une discussion avec des collègues hier sur justement ces aspects-là, où, alors moi je ne veux pas être ni pessimiste ni optimiste, mais par exemple sur ChatGPT, on peut utiliser cet outil justement pour apprendre aux citoyens à distinguer le vrai du faux. Voilà, ça peut être des exercices supplémentaires, tout comme on faisait avec Google ou Wikipédia, etc. Le problème, c'est à l'heure actuelle, typiquement les vidéos qui sont générées où on remplace une vidéo porno avec le visage de quelqu'un. Ça, c'est très facile à faire. Et ben, dans toutes les vidéos générées, ça représente, je crois, 90% des vidéos, c'est l'industrie du porno. Donc ça, c'est pas au niveau de... Enfin, c'est des choses interdites. Je veux dire, et je parle du porno, je parle même pas de la pédopornographie. C'est-à-dire que après, on atteint des trucs où, de toute façon, il y a des mésusages et ils seront toujours là. Oui, c'est... Bon. Non. Alors, il est temps un petit peu de nous quitter. Déjà, de vous remercier, Madame Caponi, pour cet exposé sur une thématique dont tout le monde parle, mais personne ne connaît. Et d'avoir justement... nous a fait découvrir un petit peu l'envers de la machine, en fait, hein, c'est ce qui se passe derrière l'image. C'était mon but de vous montrer qu'en fait, il y a bon. Il y a eu un très bon dossier du Monde sur ChatGPT et tous ces trucs-là que je vous encourage à lire, qui est vraiment bien fait. Et donc, nous allons poursuivre notre cycle de l'AI, le terminer avec Magali Ox, ce sera plutôt l'intelligence artificielle et les émotions, en fait. Hein. Donc là aussi, un sujet totalement passionnant, parce que est-ce que les robots sont capables d'empathie ? Voilà une question à laquelle je ne pense pas qu'on pourra répondre, mais en tout cas, déjà avoir des éléments de compréhension. Merci d'être venu. Merci à Madame Papini d'être parmi nous et à Madame Colmer-Auer qui nous a fait aussi l'honneur de sa visite. Et aussi bravo à toutes ces femmes scientifiques, en fait, puisque le cycle sur l'intelligence artificielle, ça a été que les intervenantes féminines et dans des domaines qui sont les mathématiques, l'informatique, où c'est vrai que les femmes étaient beaucoup moins représentées, même si c'est en train de changer. Donc, merci encore. Et je ne me rappelle plus la prochaine date, je crois. Voilà, le vendredi 3 mars. Donc, on vous attend le vendredi 3 mars pour la fin du cycle. Merci à vous et bonne soirée.